Cette semaine, dans Afrique, nous allons au Nigeria, où un marché encore sous-exploité attire de nombreux investisseurs, celui de la bière. Une multinationale belge vient de s'implanter en périphérie de Lagos avec l'objectif ambitieux d'inonder la ville et sa jeunesse. Nous nous envolons ensuite en Mauritanie, où des ONG réclament une loi plus protectrice des droits des femmes. Une question qui divise la société et les politiciens dans ce pays très conservateur. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Depuis 10 jours, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté quasi quotidiennement à Alger et dans plusieurs autres villes du pays pour dénoncer la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika à l'élection du 18 avril. Une contestation qui touche toutes les franges de la population, surtout les étudiants. Le peuple est fatigué. Pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses. Les manifestants exigent la démission du dirigeant de 82 ans. Après l'annonce officielle de sa candidature, le chef de l'État a promis de ne pas aller au bout de son mandat et de quitter le pouvoir après une série de réformes. Le Conseil constitutionnel sénégalais a proclamé mardi sans surprise la réélection au premier tour du président Macky Sall. Dans son discours d'investiture, ce dernier s'est engagé à faire encore plus et mieux. Il a également profité de l'occasion pour tendre la main à l'opposition. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la nation, sans exclusive. Dialogue auquel mes prédécesseurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pourraient apporter leur contribution. Macky Sall a remporté la présidentielle dès le premier tour avec un peu plus de 58% des voix. Une élection émaillée de violence, 2 personnes sont mortes dans des affrontements entre partisans de Macky Sall et Issa Sall. Le président récemment élu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est engagé lors d'un rassemblement à Kinshasa à gracier les prisonniers politiques. Il a également formulé une promesse en direction de ceux qui vivent en exil. Je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Parmi les personnes considérées comme exilées politiques figure l'opposant Moïse Katumbi, ex-meilleur allié de l'ancien président Joseph Kabila et qui vit aujourd'hui en Belgique. Un tribunal sud-africain a condamné ces 2 agriculteurs blancs à des peines de 23 et 18 ans de prison. Ils sont coupables du meurtre d'un adolescent noir de 15 ans, soupçonné d'avoir volé des tournesols dans une zone rurale reculée du nord-ouest du pays. J'espérais une peine de plus de 30 ans, et ça n'a pas été le cas. C'est extrêmement douloureux pour moi, parce que mon fils est parti. Il ne reviendra jamais. Le garçon est mort après avoir été jeté d'un véhicule conduit par les 2 hommes et après s'être brisé le cou. L'affaire avait déclenché des émeutes et le pillage de magasins appartenant à des Blancs dans la ville de Coligny. Elles sont une centaine de familles à avoir trouvé refuge ici, à Ngonsamba. Ces Camerounais ont fui le conflit dans les régions anglophones du pays et continuent d'arriver dans le Mungo francophone voisin. Nous sommes sans abri et nous avons vraiment souffert. Ce n'est pas facile pour notre famille, alors nous demandons vraiment au gouvernement de se pencher sur notre problème. Depuis 2017, les séparatistes anglophones ont pris les armes contre le gouvernement francophone sur le flanc ouest du Cameroun. Après 6 années derrière les barreaux, le photojournaliste égyptien primé Mahmoud Abou Zeid a été libéré. Son crime, avoir couvert en 2013 une manifestation islamiste au Caire, au cours de laquelle des centaines de personnes sont mortes. J'avais l'impression de voler et non de marcher. Je suis devenu libre, je pouvais marcher dans la rue n'importe quand, dormir n'importe quand. Il n'y avait ni barreaux, ni gardiens. Accusé d'appartenance à une organisation terroriste, le photojournaliste fait face à 5 ans de surveillance stricte et devra passer chaque nuit au poste de police local. C'est la fin de la journée à Lagos et les bouchons pour rentrer chez soi sont interminables. Le moment idéal pour regarder un match de foot et profiter d'une bière bien fraîche.
Quand on joue au football, on regarde et on boit beaucoup. Surtout quand c'est votre club qui joue. Plutôt que de perdre 3 heures dans la circulation, je peux passer du temps à boire de la bière. La fatigue, les bouchons, je peux éviter tout ça en m'arrêtant ici. Au Nigeria, les fabricants de bière investissent massivement pour s'emparer d'un marché prometteur de 190 millions d'habitants encore sous-exploités. Une multinationale belge vient de s'implanter en périphérie de Lagos avec l'objectif ambitieux d'inonder la ville et sa jeunesse. Lagos, c'est énorme, c'est 25 millions d'habitants. Si vous regardez Lagos par rapport à l'Afrique, c'est la 4e ou la 5e économie. Donc si vous voulez jouer gros, vous devez être à Lagos. Acteur historique de la bière dans le pays, les brasseries nigérianes détiennent 60% du marché national. Pour elles, l'arrivée d'un nouveau concurrent témoigne de l'attractivité du pays. Nous voyons cela comme un jeu équitable entre les concurrents. Nous sommes sur ce marché depuis longtemps. Nous avons plus de 60% des parts de marché et nous connaissons le pays, le terrain. Il y a encore beaucoup de croissance à attendre et d'opportunités pour attirer les consommateurs. Pour conquérir de nouveaux consommateurs de plus en plus jeunes, les brasseurs orientent désormais leur marketing vers la mode, la musique ou les soirées privées. Les Nigérians boivent 9 litres de bière par an en moyenne, contrairement aux Sud-Africains qui en absorbent 57. La fête ne fait que commencer, mais attention à la gueule de bois. Le traumatisme reste vif. Quelques mois après l'agression subie par sa fille de 5 ans, Zara est toujours bouleversée quand elle raconte les faits. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu, il a pris ma fille pendant que je dormais, il l'a emmenée et il l'a violée. Elle a dû être opérée. Le violeur, un pédophile récidiviste, a été condamné à 10 ans de prison. Mais en Mauritanie, les auteurs d'agressions sexuelles sont souvent libérés bien avant la fin de leur peine, selon l'AFCF, une ONG qui vient en aide aux femmes victimes de violences. L'association réclame une loi plus protectrice des droits des femmes. En 2016, elle a participé à l'écriture d'un projet de loi sur les violences fondées sur le genre, un texte qui entendait notamment alourdir les peines pour viol et pénaliser le harcèlement sexuel. Cette loi, nous avons le besoin parce qu'on sait aujourd'hui que les violences à l'égard des femmes montent à flèche. Le texte a créé la controverse dans cette République islamique d'Afrique de l'Ouest et a été rejeté 2 fois par le Parlement. Nous ne pouvons pas adopter une loi qui est en contradiction avec la charia, qui est la référence de la constitution du pays. Les opposants à ce projet de loi lui reprochent aussi son intitulé. Selon eux, la notion de genre ouvrirait la voie à une possible défense de l'homosexualité, interdite dans le pays. Le gouvernement a pour l'instant retiré le texte, mais même dans le camp qu'il a rejeté, certains sont prêts à chercher un compromis pour aboutir à une meilleure protection des droits de la femme. Les femmes ont besoin évidemment d'une protection parce que quelle que soit la tolérance de notre société vis-à-vis de la femme, il y a quand même qu'elle est considérée comme mineure dans l'esprit et dans beaucoup de pratiques. Un constat partagé par l'organisation Human Rights Watch dans un rapport publié en septembre. L'ONG juge la proposition de loi insuffisante et déplore notamment le maintien de la criminalisation des relations sexuelles en mariage et l'interdiction de l'avortement. Les Sud-Africains ont célébré la Gay Pride samedi dernier dans les rues du Cap, un événement important dans un pays devenu refuge pour les Africains LGBT. Le mariage homosexuel y est d'ailleurs autorisé depuis 2006. La communauté hétérosexuelle n'est pas toujours si tolérante. Des événements comme ça, c'est pour dire à la communauté hétérosexuelle « on est là, on nous entend, on nous voit ». Si les violences et la stigmatisation restent vives dans les anciens townships noirs et métis de la capitale, le Cap est considéré comme l'une des villes les plus LGBT-friendly du monde. La légende de Manchester United, Ryan Giggs, a donné à Johannesburg le coup d'envoi de la tournée des trophées de la Ligue des Champions. L'ancien footballeur a évoqué la question du racisme dans son sport. Le football fait un excellent travail et parfois c'est l'individu ou parfois les fans qui ne sont juste pas éduqués. Je pense que le football a une grande responsabilité d'essayer d'éduquer, mais c'est plus que ça, c'est aussi une question sociale.
C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.